L'Algérie est un pays immense, riche en gaz naturel, en pétrole, en soleil, en jeunesse. Pour te donner une idée, l'Algérie est le 10e plus grand pays du monde avec une superficie de plus de 2,38 millions de kilomètres carrés, soit presque 7 fois la France. C'est aussi le plus grand pays d'Afrique. Cette immense étendue contient les plus grandes réserves de gaz naturel en Afrique, environ 4500 milliards de mètres cubes, ce qui place l'Algérie au 10e rang mondial. Côté pétrole, elle produit environ 1 100 000 barils par jour, un chiffre qui la place parmi les 20 plus grands producteurs mondiaux. En plus de ses ressources énergétiques, l'Algérie bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, avec plus de 3000 heures de soleil par an sur la majeure partie du territoire, ce qui en fait un potentiel énorme pour le solaire photovoltaïque. Enfin, la population algérienne est très jeune. Environ 40% ont moins de 25 ans, ce qui constitue un atout démographique majeur pour la croissance à long terme. Alors pourquoi, avec autant d'atouts, et malgré un sous-sol gorgé de richesses, l'Algérie n'a toujours pas le niveau de vie du Qatar ou des Émirats? Pour comparer, le PIB par habitant de l'Algérie est très faible par rapport à ces pays du Golfe qui, tout comme l'Algérie, exploitent aussi des hydrocarbures. Le niveau de vie, la qualité des infrastructures, l'accès aux services, tout cela est beaucoup plus élevé chez les autres. Pourquoi l'Algérien moyen vit moins bien qu'un Qatari ou un Émirati, alors que son pays a aussi des hydrocarbures? Pour comprendre, il faut regarder plusieurs indicateurs économiques et sociaux, ainsi que le contexte historique et politique. Aujourd'hui, je t'explique tout, avec des chiffres, des faits et des comparaisons simples. Sans fantasmes, sans exagération. Juste la vérité. Et il y a plusieurs raisons à ce phénomène. On va commencer par les chiffres les plus parlants, le PIB par habitant. Le produit intérieur brut par habitant est une mesure standard pour estimer la richesse moyenne produite par une personne sur un territoire donné en une année. En 2024, le PIB par habitant en Algérie est d'environ 5 630 $. En comparaison, aux Émirats arabes unis, c'est environ 50 000 $ par habitant. Ce pays a une économie très diversifiée, avec une forte activité dans la finance, le tourisme, le commerce et bien sûr, le pétrole. Au Qatar, c'est presque 70 000 $ par habitant. C'est le pays avec le PIB par habitant le plus élevé au monde, devant même le Luxembourg ou la Suisse. En Arabie Saoudite, il s'agit d'environ 29 000 $ par habitant, selon le FMI. L'Arabie Saoudite a lancé un plan national, appelé Vision 2030, pour réduire sa dépendance au pétrole. La différence avec l'Algérie est énorme. On parle d'un PIB par habitant 5 à 10 fois supérieur. Pour être plus précis, le PIB par habitant algérien est entre 5 et 12 fois inférieur à ces pays du Golfe. Et pourtant, l'Algérie aussi vend du pétrole et du gaz, et ce depuis des décennies. L'Algérie est un exportateur majeur depuis les années 60, notamment grâce à la compagnie nationale Sonatrach, la plus grande entreprise d'Afrique. Mais alors, c'est quoi le problème? La première chose, c'est la population. L'Algérie compte aujourd'hui environ 45 millions d'habitants. Selon le dernier recensement officiel, la population a plus que doublé depuis l'indépendance en 1962, où elle était autour de 11 millions. À comparer avec le Qatar, à peine 3 millions, dont la majorité sont des travailleurs étrangers. Selon le ministère du Développement du Qatar, environ 88% de la population est expatriée. Donc en fait, les richesses pétrolières sont réparties sur seulement 300 000 citoyens qataris. Les Émirats, quant à eux, c'est 9 millions d'habitants, dont 80% ne sont pas citoyens. Les Émirats arabes unis ont une population composée de près de 7 millions d'expatriés, ce qui réduit le nombre de bénéficiaires des revenus pétroliers parmi les citoyens. Donc, quand l'État touche 10 milliards de dollars avec les hydrocarbures, au Qatar, c'est réparti entre 300 000 Qatariens seulement. Alors qu'en Algérie, c'est pour 45 millions d'Algériens. La richesse par habitant est automatiquement plus faible. Mais cette raison n'explique pas tout. Deuxième différence, le modèle économique. Dans les années 70, l'Algérie a choisi un modèle très centralisé.
Après l'indépendance en 1962, l'Algérie a opté pour une économie socialiste et étatisée. L'État contrôlait la quasi-totalité de l'industrie, du commerce, de l'agriculture. Selon la Banque mondiale, entre 1970 et 1990, plus de 90% des entreprises étaient publiques. L'entrepreneuriat privé était mal vu et même carrément bloqué. Les réglementations étaient lourdes, les licences vraiment rares et les marchés restaient fermés aux investisseurs étrangers. Tout ça a largement freiné l'innovation et, bien sûr, la création d'emplois. Pendant ce temps-là, dans le Golfe, ils ont fait l'inverse. Ils ont ouvert leur économie, attiré les investisseurs étrangers, créé des zones franches, des villes modernes comme Dubaï ou Doha, et se sont aussi diversifiés dans le tourisme, la finance, l'immobilier. Par exemple, Dubaï a vu son PIB multiplié par 10 entre 2000 et 2020, passant d'environ 20 milliards à plus de 200 milliards de dollars. Résultat, ils ne dépendent plus seulement du pétrole. Aujourd'hui, moins de 30% du PIB de Dubaï vient des hydrocarbures, contre plus de 90% pour l'Algérie. L'Algérie, elle, est encore très dépendante du gaz et du pétrole, ce qui la rend vulnérable aux baisses des prix. En 2014, quand le prix du baril a chuté de 100 à moins de 40 dollars, l'Algérie a vu ses recettes diminuer de 60%, provoquant une crise économique majeure. Mais récemment, l'Algérie semble avoir pris conscience que diversifier son économie est fondamental. Le gouvernement Tebboune a annoncé en 2022 un plan d'investissement de 35 milliards de dollars sur 5 ans, dont une part importante pour les énergies renouvelables. Le gouvernement investit dans les énergies renouvelables, mais cela reste encore timide. Par exemple, en 2023, la capacité installée d'énergie renouvelable en Algérie représente moins de 1% de la capacité totale. Autre point très important, l'histoire. L'Algérie a vécu la décennie noire dans les années 90, une guerre civile qui a bloqué le pays. Entre 1991 et 2002, cette guerre a fait plus de 150 000 morts et a paralysé l'économie algérienne. Les investissements étrangers ont quasiment disparu, les infrastructures se sont dégradées. Pendant ce temps, les pays du Golfe investissaient, construisaient, avançaient. Par exemple, le PIB des Émirats a cru en moyenne de 6% par an dans les années 90, malgré la guerre du Golfe. Et il faut parler franchement, la gestion des revenus pétroliers en Algérie n'a pas toujours été transparente. Selon Transparency International, l'Algérie se classe autour de la 105e place mondiale en termes de corruption. Beaucoup d'argent est mal dépensé, gaspillé ou détourné. Les scandales financiers sont fréquents. L'Algérie est souvent condamnée, à l'international, à de très lourdes amendes. Un exemple célèbre est l'affaire du projet du parc de loisirs Dounia Park, qui oppose l'Algérie, en tant qu'État, et un fonds d'investissement émirati. Après 5 ans de procédure devant une instance d'arbitrage international, l'Algérie perd le procès. L'État est ainsi condamné à verser une somme astronomique de 230 millions de dollars au fonds émirati pour dommages et intérêts. Pour rappel, le projet Dounia Park d'Alger a démarré en 2013. Les autorités algériennes ont confié les travaux de réalisation à la société émirati. Le projet avait bénéficié d'une enveloppe initiale de 5 milliards de dollars. Ce montant représente environ 5% du PIB algérien annuel en 2013. Le méga-projet Dounia Park, censé constituer le plus grand espace vert d'Alger, s'est transformé en gouffre financier pour le trésor public. En plus du parc de loisirs, le projet prévoyait d'abriter un espace d'investissement privé que gère la filiale du fonds émirati, Émiral. Celui-ci devait contenir des hôtels, des restaurants et des appartements de haut standing. Mais le rêve a vite viré au cauchemar. Malversation, pots de vin, dilapidation de l'argent public et trafic d'influence en tout genre. En outre, l'enquête a montré que le projet a coûté au trésor public la somme de 6 milliards de dollars, et 2 anciens ministres algériens auraient touché 18 millions d'euros en pots de vin. Malheureusement, des exemples comme celui-ci, il en existe plusieurs en Algérie. D'autres projets, comme l'autoroute Est-Ouest ou le tramway d'Alger, ont connu des dépassements de coûts importants,
souvent liées à la corruption et à un amateurisme destructeur pour l'économie du pays. Et ce n'est pas seulement une question de marché mondial ou de contexte international. Il y a aussi des problèmes profonds dans la façon dont l'Algérie gère ses propres contrats. Que ce soit dans l'énergie, les infrastructures ou d'autres secteurs clés, les négociations sont souvent mal préparées, les accords pas assez sécurisés et les suivis de projets insuffisants. Résultat, des litiges avec des entreprises partenaires, des retards, des surcoûts, parfois même des affaires en justice que l'État perd ou règle à ses frais. Même dans un domaine comme le pétrole, où l'on pourrait s'attendre à une maîtrise parfaite, des erreurs de gestion et de pilotage coûtent cher. Et si l'Algérie récupère parfois de l'argent dans ses affaires, c'est souvent pour compenser des défaillances qui sont évitables. Ce que ça montre, en réalité, c'est un besoin urgent de renforcer la compétence, la transparence et la rigueur dans la gestion des grands contrats publics. Tout ça pour dire que l'Algérie souffre d'un manque d'infrastructures qui ont été oubliées au profit de projets qui ne rapportent rien, et qui sont en plus très coûteux. À l'inverse, dans le Golfe, l'argent est souvent réinvesti dans des projets économiques concrets. Par exemple, Abu Dhabi a créé des fonds souverains comme Mubadala, qui investissent dans les technologies, la santé et la finance à l'international, avec des retours sur investissement importants. A contrario, souvent, en Algérie, l'argent sert à acheter la paix sociale. Subventions, salaires, aides, mais sans créer de richesse durable. En 2023, le budget des subventions en Algérie représentait environ 15% des dépenses publiques, soit plus de 30 milliards de dollars, ce qui pèse lourdement sur les finances publiques sans stimuler la croissance. Toutefois, l'Algérie a un potentiel énorme. Une jeunesse éduquée, près de 90% des jeunes de 15 à 24 ans sont alphabétisés. Des ressources naturelles, en plus du gaz et du pétrole, l'Algérie possède des mines de fer, des phosphates, et un potentiel agricole important, notamment pour les céréales et les olives. Un territoire vaste, avec des zones encore largement inexploitées, surtout dans le sud. Et puis, une position géographique stratégique sur la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique, un vrai carrefour pour les échanges commerciaux. L'Algérie doit juste, en fait, changer de logique, laisser respirer l'initiative privée, simplifier l'administration, investir dans les énergies renouvelables, l'agriculture, la technologie, et utiliser le gaz et le pétrole pour construire l'après-pétrole. L'Algérie n'est pas un pays pauvre. Elle est simplement, on va dire, mal structurée économiquement par rapport aux pays du Golfe. On n'a pas les mêmes choix, pas la même histoire, pas la même gestion. Mais rien n'est figé. Le futur dépendra des décisions d'aujourd'hui, et surtout, du réveil de toute une génération. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage, et dis-moi en commentaire, toi, tu penses vraiment que l'Algérie peut rattraper son retard ?